Le 8 septembre 1994, à 6000 pieds d'altitude, le vol 427 de US Air, en provenance de Chicago, se prépare à atterrir à Pittsburgh. Quand soudain, le Boeing 737 part en vrille. 28 secondes plus tard, il s'écrase dans un champ de la commune d'Hopewell, en Pennsylvanie. J'ai entendu un moteur hurler. Et soudain, une énorme explosion. L'agent de police George David est à 4 km du lieu où l'avion s'écrase, juste à côté de sa ferme. J'ai reçu un coup de fil. Ils m'ont dit de me rendre sur place, qu'un avion s'était écrasé sur ma propriété. À son arrivée, il découvre une scène apocalyptique. L'avion a été pulvérisé lors du choc à 500 km/h. Il n'y a aucun espoir pour les 132 passagers et membres d'équipage. Je fais ce métier depuis 25 ans. J'ai vu un tas de choses, mais jamais rien d'aussi épouvantable. Les enquêteurs vont devoir chercher des indices dans les débris. Une mission titanesque pour Tom Hauter, l'expert du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports. C'est la première fois que notre équipe a dû mettre des combinaisons hazmat pour enquêter quelque part. La violence du choc et les dégâts étaient tels qu'il y avait des restes humains partout. Un technicien de maintenance aéronautique filme la scène et nous donne un aperçu rare et saisissant du travail des enquêteurs. Il n'y avait plus d'avion. Il devait être quasiment à la verticale et il allait très vite. It's like the right wing. You can see it's not very far from the tail section. John Cox, un pilote expert en 737, est également missionné en tant que représentant de l'association des pilotes de ligne. En tant qu'enquêteur, vous devez accepter le fait que vous ne pouvez rien pour ces gens et qu'il faut découvrir la vérité pour que ça ne se reproduise pas. Plusieurs équipes travaillent à l'identification et à la récupération des débris. Left engine pickup. Seat parts and clothing, some wires. And the stuff here is waiting for decontamination. Dans un hangar non loin de là, les débris seront triés, puis analysés. L'enregistreur des données de vol et celui des conversations dans le cockpit, tous deux éjectés lors du crash, sont rapidement retrouvés, mais n'apportent pas de réponse précise. Il n'y a aucun bruit d'explosion, aucune trace de problème mécanique majeur. Il donne cependant une idée un peu plus claire des derniers instants de l'équipage. Une minute avant l'impact, l'équipage est averti qu'un autre avion va passer en dessous d'eux. Ils le cherchent des yeux et le copilote annonce au commandant de bord qu'il voit le courant jet. Phénomène fréquent, le passage du Delta Airlines 727 provoque des turbulences. L'avion se met à basculer et à rouler, mais c'est à partir de là que ça se corse. Ils ne parviennent pas à arrêter le roulis. C'était terrible pour moi qui suis pilote de les entendre lutter pour essayer de reprendre le contrôle de l'avion et peu à peu perdre cette bataille. Comme le montre cette vidéo du NTSB, les enquêteurs réalisent un vol test pour vérifier si les turbulences provoquées par le 727 ont pu surprendre les pilotes du vol de US Air et leur faire perdre le contrôle de l'appareil. Si on lâche les commandes, une fois sorti du sillage de l'autre avion, l'appareil reprend sa course normalement, sans aucun problème. Il n'y avait pas de raison qu'il en perde le contrôle. Un des responsables de l'enquête a remarqué avec justesse que si le sillage d'un 727 pouvait provoquer la perte de contrôle d'un 737, les 737 tomberaient du ciel plusieurs fois par semaine.
Les enquêteurs examinent de plus près la rotation du vol 427, son embardé à gauche, juste avant la perte de contrôle. On savait que l'appareil avait fait une embardée. La question était de savoir pourquoi. Il a rapidement été établi que le seul dispositif pouvant provoquer l'embardée d'un avion, c'est le gouvernail. Le gouvernail de direction est situé dans la queue du Boeing 737. Il sert à mouvoir l'avion vers la gauche ou la droite. Afin de mettre au jour un éventuel dysfonctionnement, les enquêteurs testent toutes les théories possibles. Il y avait plusieurs personnes très corpulentes parmi les passagers. On a imaginé que le plancher cède et qu'un passager marche sur un câble. Quelles seraient les conséquences? On a testé ce scénario, mais il s'est vite avéré qu'il était impossible. Le poids nécessaire était trop important. On a envisagé toutes les défaillances possibles et imaginables, y compris les plus bizarres, et on les a éliminées les unes après les autres. On était assez persuadés que ça venait du gouvernail, mais on n'en savait pas plus. Il s'était passé quelque chose qui nous échappait à l'arrière de la queue. Je l'ai décrit comme un gremlin qui ne laisse aucune trace, aucun indice. Ce n'est pas le seul accident non résolu. 3 ans plus tôt, un amateur filme l'épave en flammes du vol 585 de United Airlines à Colorado Springs. Un crash ayant entraîné la mort des 25 passagers. Le NTSB n'a pas réussi à déterminer les causes exactes de l'accident. Mais on fait le lien entre le vol 427 de US Air et le 585 de United Airlines. Les deux appareils étaient à l'approche et se sont mis à rouler puis à plonger sans raison. Ce n'est pas leur seul point commun. Il s'agit également de 2 Boeing 737. Le jet le plus utilisé dans le monde. C'était le deuxième appareil qu'on perdait suite à un événement inattendu. Si on en avait perdu un troisième, il aurait fallu retirer les 737 du circuit. Les conséquences auraient été énormes et auraient provoqué une catastrophe économique mondiale. Il fallait absolument comprendre ce qui s'était passé. Le vol 427 de US Air s'écrase à proximité de Pittsburgh. C'est le deuxième Boeing 737 en 3 ans à rouler brusquement, et sans qu'on sache pourquoi, avant de se crasher, tuant toutes les personnes à bord. Le jet le plus utilisé au monde est menacé d'interdiction de vol. Les enquêteurs soupçonnent un problème de gouvernail, mais ils n'ont aucune preuve de dysfonctionnement. Près de 2 ans après le crash, l'enquête va peut-être enfin avancer. Un Boeing 737 d'Eastwing Airlines se met à rouler brusquement à l'approche de Richmond, en Virginie. Le pilote s'est précipité sur les pédales de palonnier. Les 2 pilotes ont appuyé de toute leur force, mais les pédales poussaient dans l'autre sens. Pas moyen de les maintenir enfoncées. Jamais un équipage n'avait signalé ce type de problème. Ça changeait la donne. Par chance, ils allaient plus vite que le 427. Ça leur a permis de mieux contrôler l'effet de roulis. Ils ont réussi à se poser sans encombre. Suite au récit de cet incident, les enquêteurs soupçonnent le système de gouvernail de ces avions de s'enrayer. Sur un 737, les pilotes contrôlent le gouvernail à l'aide de pédales. Ces pédales sont reliées par des câbles aux muscles, en quelque sorte, qui actionnent le gouvernail. C'est le bloc de commande. Et comme dans une voiture, il est hydraulique. Le bloc de commande, ou PCU, dont la taille est celle d'une canette, contient un ensemble de valves, la servovalve, qui gère le débit du liquide hydraulique, permettant d'actionner le gouvernail. Voici la servovalve d'un bloc de commande. La pédale actionnée par le pilote agit sur ce bras, ici. Le liquide est distribué par les ouvertures, en fonction du mouvement de va-et-vient. Dans les jours qui ont suivi le crash du vol 427 de US Air, les enquêteurs ont retrouvé le PCU parmi les débris. S'il y a eu un dysfonctionnement du PCU, il n'y en a aucune trace. Les valves n'étaient pas très abîmées. Il n'y avait pas de marque particulière, aucun signe direct de dysfonctionnement du bloc de commande.
Les enquêteurs soumettent les blocs de commande de l'USR 427 et de l'Eastwing Airlines à divers tests, afin de savoir si le mécanisme peut s'enrayer. Les résultats sont encore plus alarmants. Non seulement le PCU peut s'enrayer, mais il peut également incliner le gouvernail dans la direction opposée. Il suffisait que la deuxième valve se décale très légèrement du point mort pour que les valves soient mal alignées, que le liquide hydraulique parte dans le mauvais sens et que le gouvernail soit actionné dans l'autre sens. C'est comme si on tournait le volant à gauche et que la voiture partait à droite. Le temps qu'on s'en rende compte, on est dans le décor. Une défaillance fatale dans une valve de la taille d'un stylo, capable de provoquer le crash d'un Boeing 737. Un dysfonctionnement qui ne laisse aucune trace. Ce qui correspond aux conclusions des enquêteurs du vol 427 de USR. En rejouant le scénario à l'envers, on a pu reconstituer le puzzle. Jusque-là, on en avait tout le contour. La pièce centrale venait le compléter. Quand l'équipage du vol 427 croise le sillage de l'avion, il appuie sur les pédales de palonnier pour contrer son effet et faire basculer l'avion légèrement à droite. Mais la servo-valve à l'intérieur du bloc de commande s'enraye. Les valves s'alignent mal et le gouvernail s'incline dans le mauvais sens. Ils ne se sont pas rendus compte que le gouvernail était à fond. Ils avaient beau appuyer, il ne bougeait pas, car il s'était enrayé à leur insu. L'avion a commencé à piquer du nez. L'équipage a tiré sur le manche pour le redresser. Il est parti en vrille et puis s'est écrasé. Les pilotes du 427 se sont retrouvés dans une situation pour laquelle ils n'avaient pas été formés. Jamais un pilote ne va s'imaginer qu'en tournant à droite, l'avion va virer à gauche. Ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ils avaient 13 secondes pour diagnostiquer le problème et le résoudre. Il faudra 4 ans et demi d'enquête, une des plus longues de l'histoire de l'aviation, pour résoudre le mystère du vol 427 de USR. Les conclusions permettent de résoudre l'affaire du vol 585 de United Airlines, l'autre Boeing 737 qui s'est écrasé 3 ans plus tôt. Le gouvernail de direction du 737 a été entièrement reconçu. Le système est complètement différent. La formation des pilotes a aussi changé. On insiste plus sur la pratique, la capacité à faire face à des situations inattendues. L'histoire a prouvé qu'on avait vu juste. Il n'y a jamais eu d'autre cas où le gouvernail s'est bloqué. Je pense qu'on a rendu encore plus fiable un bon appareil. Le 17 juillet 1996, la plage de Long Island à New York est fréquentée en cette belle soirée d'été. Non loin de là, à l'aéroport JFK, un Boeing 747 décolle avec à bord 230 passagers et membres d'équipage à destination de Paris. Moins d'une minute plus tard, tandis que le vol 800 de la TWA s'élève au-dessus de l'Atlantique, une violente explosion se produit et disloque l'avion. Des pilotes présents dans la zone alertent le contrôle aérien de l'accident. Une équipe de sauveteurs ratisse la zone en quête de survivants. En vain. Lorsque le crépuscule fait place à la nuit, on n'aperçoit plus du Boeing 747 que les débris et le kérosène en feu à la surface de l'eau. We seen the big flames. We didn't expect to see that. Right when we seen that, we knew it was going to be pretty bad. We found our first victim. And there was a female in bad shape. Tandis que l'épave brûle, le débat s'embrase sur la présence possible d'une bombe à bord de l'engin. C'était la période du premier attentat contre le World Trade Center. Le terrorisme commençait à être présent dans les esprits. Le lendemain matin, des témoins visuels évoquent une autre hypothèse inquiétante, celle d'un missile. We saw what appeared to be a flare going straight up. And then we seen this white glowing thing, and then a big ball of fire come out of it, and 2 pieces on fire fell into the water.
Le Conseil national de la sécurité des transports envoie une équipe sur place tandis que le FBI ouvre une enquête criminelle. If it is a terrorist event, we then have the challenge to find out who the perpetrators were, who the cowards were that did this. Au NTSB, on voulait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un problème de sécurité aéronautique. Si bien qu'il y a eu deux enquêtes, celle du FBI et celle du NTSB. La première difficulté des enquêteurs consiste à récupérer les victimes et l'épave de l'avion dans l'Atlantique, par 45 mètres de fond. Pour y parvenir, ils font appel à la marine américaine. Ce sera la plus grande opération de sauvetage avec plongeurs jamais réalisée. Une mission complexe et périlleuse. I talked to the grapple master diver and he was talking about that it was like diving in razor blades. Tandis que les débris sont récupérés et examinés, les enquêteurs font une découverte majeure et effrayante. Microscopic explosive traces of unknown origin have been found. Plus troublante encore, les rumeurs sur Internet selon lesquelles il s'agirait d'un tir de missile, non pas de terroristes, mais de l'armée américaine. Le FBI examine cette hypothèse et passe au crible les vaisseaux de l'armée présents dans la zone au moment du crash, sans trouver la moindre preuve. But I can assure you that we've looked at every angle, every possibility. And the military of this country has had nothing to do with this horrendous tragedy. Les partisans de cette théorie sont persuadés qu'on cherche à étouffer l'affaire. The Navy is a suspect. The Navy is a suspect. Why should they be involved in the investigation? If anybody thinks that this chairman, this agency is involved in any kind of cover-up, then they're damn wrong. J'ai essayé de gérer l'agitation autour de l'affaire pour que nos enquêteurs puissent se concentrer sur leur travail. Les enquêteurs ont récupéré tout ce qu'ils ont pu du vol 800 de la TWA. Les morceaux repêchés au fond de l'océan sont transférés dans un hangar où ils essaient de reconstituer l'appareil. To see that massive jumble and wires certainly brought home to me how difficult it's going to be to try to put that all back together again. Il remonte des centaines de morceaux de l'épave, pas moins de 95% de l'appareil. C'est la plus grande reconstitution d'avion jamais effectuée. Lorsqu'un engin explose à proximité d'un métal, il laisse de minuscules cratères, des traces de métal fondu, de suie, ce genre de choses. On a pu déterminer qu'il n'y avait aucune trace d'explosion de bombe, ni de particules provenant de l'explosion d'un missile à proximité de l'appareil. On a examiné l'intérieur de l'appareil et passé au rayon X les restes humains afin de détecter d'éventuelles traces d'explosifs. On a passé à la loupe les coussins des sièges et d'autres éléments en espérant découvrir les preuves d'une explosion ou de contact avec un missile. On n'a absolument rien trouvé. Quant aux traces de résidus d'explosifs retrouvés sur l'appareil, elles pourraient provenir des navires militaires utilisés pour transporter l'épave depuis les lieux du crash. Au bout de 16 mois, le FBI clôt son enquête. The team conducted a total and thorough investigation. 1, there was no evidence of high explosive damage. 2, there was no evidence of explosion of a missile warhead. 3, there was no evidence of missile impact. S'il ne s'agit pas d'un acte criminel, qu'est-ce qui a provoqué le crash du vol 800 de la TWA ? Et comment expliquer les récits des témoins? Le 17 juillet 1996, le vol 800 de la TWA explose et s'enflamme peu après son décollage. Le FBI écarte la thèse de la bombe ou du missile. Il faudra néanmoins 4 années d'enquête, la plus coûteuse et la plus longue de l'histoire, pour définir la cause de l'explosion. Après avoir récupéré les débris dans l'océan, les enquêteurs concluent que l'appareil s'est brisé en 3 morceaux distincts. La partie avant de l'avion, contenant le cockpit et la première classe, s'est rompue et s'est écrasée. Le reste de l'appareil a été retrouvé bien plus loin, ce qui semble étrange. De toute évidence, cette partie de l'avion a poursuivi sa course bien plus longtemps.
On a réexaminé les morceaux provenant de la partie avant. La rupture s'était effectuée autour du réservoir de combustible du plan central. Une chose semblait donc sûre, l'incident s'était produit à l'intérieur de ce réservoir. Contrairement à l'essence, le kérosène n'est pas hautement inflammable. Mais comme le montre ce test de l'Agence de l'aviation civile, sous l'effet de la chaleur, il produit des vapeurs explosives. Quand le vol 800 de la TWA s'apprête à décoller de l'aéroport JFK de New York, le réservoir central, qui fait la taille d'un garage pour 2 voitures, est quasiment vide. Il ne restait que des résidus de kérosène, une petite flaque qui clapotait au fond du réservoir. Lors de vols courts, en général, les compagnies n'utilisent pas le réservoir central, car ça n'est pas nécessaire. Les ailes ont une contenance suffisante. Ça coûte moins cher et l'avion est plus performant quand ce réservoir est vide. Les passagers attendent à bord de l'avion. Un retard dans les bagages l'oblige à rester au sol. Il faisait chaud à New York. Les groupes de conditionnement d'air fonctionnaient pour rafraîchir la cabine. Ces groupes sont situés à proximité du réservoir central. Pendant qu'ils fonctionnent pour rafraîchir l'atmosphère, ces groupes génèrent de la chaleur sous le réservoir central. Le réservoir central a commencé à devenir très chaud. Quand l'avion a décollé, il y avait ces vapeurs chaudes de kérosène. Un réservoir plein aurait facilement absorbé cette chaleur. Il était généralement admis que ces réservoirs n'étaient pas inflammables, qu'on ne pouvait même pas y mettre le feu, car la température n'était pas assez élevée. On a donc reproduit le test sur un 747, dans des conditions similaires. Et on a tous été surpris de constater à quel point la température est montée, et avec quelle facilité ces vapeurs s'embrasent. Prenez l'étincelle qu'on provoque en frottant ses chaussures sur un tapis et en touchant une poignée de porte. Il a fallu moins que ça pour mettre le feu à ce réservoir. Cependant, il n'y a rien qui puisse provoquer une étincelle à bord du vol 800 de la TWA. Le réservoir ne contient que des câbles à basse tension. Néanmoins, ces câbles à basse tension jouxtent des faisceaux de câbles à bien plus haute tension. Au fil des années, des frottements peuvent se créer. Les faisceaux de câbles s'affaissent par endroits et des courts-circuits entre les 2 types de câbles peuvent se produire. La haute tension se met à circuler dans les câbles à basse tension, ce qui peut provoquer une étincelle. On n'a pas retrouvé le câble permettant de prouver formellement cette hypothèse. Il n'en restait pas suffisamment. Mais comme le NTSB, je suis convaincu que la cause probable est un court-circuit dans les câbles. À l'examen des éléments, il est clair que ce qui a mis le feu au kérosène provenait du réservoir et non de l'extérieur. La boîte noire retrouvée une semaine après le crash pourrait attester cette thèse. On entend le pilote s'étonner des indications du jaugeur de combustible. Ça indique probablement la présence d'un court-circuit. C'était un vieil appareil, proche de la retraite. Il y a d'autres indices. Une seconde avant la fin de l'enregistrement, il y a 2 coupures de son dans les bruits de fond. Cela pourrait s'expliquer par un arc électrique dans le câblage du cockpit. Les enquêteurs pensent que c'est à ce moment-là que la haute tension a pénétré dans le réservoir central et mis le feu aux vapeurs de kérosène. L'étincelle a provoqué la surpressurisation du réservoir et fait sauter la paroi avant. Ça a laissé des marques à l'endroit où le panneau est tombé brutalement. Elles sont parfaitement visibles. Cette pressurisation de l'appareil a fissuré l'ensemble du fuselage. La fissure s'est rapidement propagée sur toute la partie basse du fuselage. Le nez de l'avion s'est détaché de l'appareil et a chuté. Si vous délestez l'avant d'un appareil, son centre de gravité se déplace vers l'arrière. L'avion se cabre et monte vers le ciel. Les réacteurs continuent de produire une poussée. L'avion effectue une ascension verticale de 2000 à 3000 pieds. 42 secondes après la première explosion, l'aile gauche se détache, répandant du kérosène et provoquant une deuxième boule de feu. L'engin et les passagers plongent vers l'océan.
La dislocation de l'appareil permet d'éclaircir l'un des grands mystères de cette enquête. L'étonnant récit des témoins. Beaucoup affirment avoir vu un faisceau lumineux se transformer en boule de feu avant de se scinder en deux. Lorsqu'on écoute les témoignages, on constate qu'un grand nombre de personnes racontent avoir entendu l'explosion, levé les yeux et vu la boule de feu tomber. Si vous prenez la distance entre la vitesse de la lumière et la vitesse du son, il est évident que l'explosion s'est produite avant qu'ils ne l'entendent. Quand ils l'ont entendue, elle avait déjà eu lieu. Quand ils ont regardé en l'air, ils ont vu les conséquences de cette explosion, le feu qui a suivi, pas l'événement qui l'a causé. Les enquêteurs pensent que le faisceau de lumière que les témoins décrivent correspond au fuselage principal qui a poursuivi son ascension après l'explosion initiale. Malgré les conclusions du NTSB, la théorie d'une bombe ou d'un tir de missile continue de circuler. It is unfortunate that a small number of people pursuing their own agendas have persisted in making unfounded charges of a government cover-up in this investigation. Je suis admiratif de la coopération et de la coordination de ces milliers de gens qui ont participé de près ou de loin à cette enquête. J'ai beaucoup de mal à supporter qu'on mette en doute le patriotisme et la conscience professionnelle des enquêteurs du TWA 800. Tout le monde mesurait le drame de ces 230 vies humaines perdues et la nécessité de tout faire pour apporter des réponses. Suite aux conclusions de l'enquête du NTSB, des améliorations majeures sont apportées dans la conception et la maintenance des appareils. Le réservoir central est désormais équipé d'un système d'inertage gazeux. S'il est vide, on augmente la dose d'azote, un gaz non explosif qui est produit sur l'avion et envoyé directement dans le réservoir. Les programmes de maintenance des câbles sur les vieux avions ont été nettement améliorés suite à ce drame. Pour les familles, la tragédie entraîne l'adoption de la loi sur l'aide aux familles des victimes, qui va changer la manière dont les proches sont pris en charge après des accidents de transport. Families will know exactly where to go and who will speak for the government when they have lost a loved one. Il a fallu la catastrophe du TWA 800 et l'intervention du président Clinton pour que les proches des victimes d'une tragédie de ce type soient traités avec le respect qui leur est dû. Le 1er juillet 2002, le vol 611 de DHL quitte Bergame, en Italie, pour se rendre à Bruxelles, en Belgique. Un peu avant 20h30, les deux pilotes de l'avion cargo, un Boeing 757, reçoivent l'autorisation de monter à 36 000 pieds au-dessus de l'espace aérien allemand. Au même moment, le vol 2937 de Bashkirian Airlines relie Moscou à Barcelone. Le Tupolev russe a été affrété pour un voyage scolaire. À bord, 60 passagers, principalement des enfants, et 9 membres d'équipage. L'appareil vole à 36 000 pieds, la même altitude que l'avion cargo. Les deux avions vont droit à la collision. Le trafic aérien de la zone, bien que situé en Allemagne, est contrôlé par une compagnie privée de Zurich, Skyguide. Peter Nielsen est le seul contrôleur aérien présent pour gérer le trafic à ce moment-là. Son collègue est parti faire une pause. Il doit donc contrôler deux écrans séparés de plusieurs mètres. Cette pratique, bien qu'interdite par le règlement, est tolérée par les responsables de Skyguide. Sur un des écrans, Nielsen s'occupe de coordonner l'arrivée d'un Airbus retardé. Il ne remarque pas sur l'autre écran qu'il y a un conflit entre l'avion russe et l'avion cargo. Le contrôleur était débordé. Il avait énormément de responsabilités. Les risques d'erreur sont alors multipliés.
Autre problème, Nilsson n'a pas remarqué que le système anti-collision au sol a été débranché dans le cadre d'opérations de maintenance. Dans le ciel, les deux avions sont à 1 minute de la collision, quand le système d'alerte embarqué, le TICAS, retentit à bord des deux appareils. Le TICAS, ou système d'alerte de trafic et d'évitement de collision, est une des grandes innovations technologiques dans la sécurité aéronautique. Il prévient l'équipage d'un risque de collision et il donne également des instructions pour l'éviter. C'est extrêmement ingénieux. À bord de l'avion cargo DHL, le TICAS ordonne à l'équipage de descendre. L'équipage s'exécute immédiatement. Il coupe le pilote automatique et entame sa descente. À bord du Tupolev, l'équipage reçoit du TICAS l'ordre contraire. Les deux TICAS ont coordonné leurs ordres afin d'éloigner au maximum les deux appareils. Pour que ce système fonctionne, il faut que les deux pilotes suivent l'ordre des TICAS. Quand Nilsson découvre le danger encouru par les deux avions, il contacte l'équipage russe. Ignorant que leur TICAS leur a conseillé de prendre de l'altitude, il leur donne l'instruction de descendre de 1000 pieds. Quand vous recevez deux ordres contraires, pendant un court instant, vous suspendez votre décision. Quel ordre suivre ? Il n'y avait pas de procédure standard adoptée par tous les pays, stipulant que les pilotes devaient obligatoirement suivre l'ordre du TICAS. La politique et la procédure habituelle en Russie étaient d'accorder la priorité aux indications des contrôleurs aériens, plutôt qu'au système automatisé. L'équipage russe hésite, mais suit les instructions du contrôleur aérien et amorce sa descente. D'un côté, vous avez un équipage qui suit les instructions de la machine. De l'autre, un équipage qui suit celles du contrôleur aérien. On se retrouve avec deux avions qui descendent, plutôt que l'un monte et que l'autre descende pour l'éviter. L'avion cargo et le Tupolev se rapprochent à une vitesse vertigineuse. On parle d'engins qui vont à des vitesses de 650, 800, 950 km/h. La vitesse de rapprochement est de 26 km par minute. C'est bien plus rapide qu'on ne l'imagine. Le temps que vous avez pour prendre la décision est soudain extrêmement réduit. De nuit, la visibilité d'un pilote ne dépasse pas les 10 mètres. Au moment où vous voyez l'avion et où vous prenez conscience du risque de collision, vous n'avez plus le temps de l'éviter. Les deux avions ont parcouru trop de distance pour pouvoir échapper au choc. Un avion cargo et un charter russe transportant 69 personnes, principalement des enfants en voyage scolaire, foncent droit l'un sur l'autre. Les systèmes anti-collision embarqués, ou TICAS, ont donné des instructions cohérentes. N'ayant pas été averti de ces instructions, le contrôleur aérien ordonne également à l'équipage russe de descendre. Les deux engins sont à quelques secondes de la catastrophe. Quand ils s'aperçoivent mutuellement, il est trop tard. À près de 35 000 pieds, ils se percutent quasiment à angle droit. L'empennage vertical du Boeing 757 de DHL tranche le fuselage du Tupolev. Une bonne partie des passagers est éjectée de l'appareil qui s'écrase au sol. Dans le nez de l'avion, l'équipage perd conscience dans cette chute à grande vitesse. L'avion cargo de DHL a perdu plus de 80% de son empennage vertical. Les pilotes tentent de contrôler l'avion durant 2 minutes avant qu'il ne s'écrase lui aussi. L'appareil finit sa course au nord de la ville d'Überlingen, en Allemagne. Des morceaux atterrissent à quelques mètres seulement des maisons. À terre, personne n'est blessé.
Mais aucun des 71 passagers des deux appareils n'a survécu. Non loin de là, les responsables d'une école pour enfants handicapés entendent le crash. J'ai entendu une violente explosion, comme un coup de tonnerre. Ça m'a étonné car ça ne pouvait pas être l'orage. J'ai regardé en l'air et j'ai vu une sorte de fusée et de colonne de feu s'abattre sur le sol. C'est ici que ces gens ont trouvé la mort. Des enfants pour la plupart. Sur une zone qui s'étend d'ici jusqu'au bois. Les enquêteurs entament un long processus de collecte et d'analyse des épaves du Boeing 757 et du Tupolev russe, conservés dans ce hangar. Là, nous sommes sur le toit de l'avion. Et là-bas, on voit l'aile gauche du Tupolev. À cet endroit, on voit les dégâts provoqués par la violente collision avec la queue verticale du Boeing 757. Et les traces rouges, que l'on remarque ici, correspondent à la couleur de l'empennage du Boeing. Les enquêteurs concluent que si les deux équipages avaient suivi les instructions des TICAS, la collision aurait été évitée. Théoriquement, si les deux équipages avaient suivi les instructions des TICAS, un des avions serait monté, l'autre descendu, et ils auraient évité la collision en s'éloignant verticalement. L'enquête fait également apparaître des failles chez Skyguide. La compagnie suisse chargée du contrôle du trafic aérien au moment de l'accident a joué un rôle déterminant. I don't find the word actually to describe the shock I have, and the deep sadness we have, the whole crew of Skyguide. Un seul aiguilleur du ciel, Peter Nielsen, gérait le trafic aérien au moment de l'événement. Il est depuis soigné pour troubles de stress post-traumatique. Mais certaines personnes, dont Vitaly Kaloyev, tiennent Nielsen pour seul responsable. Kaloyev a perdu sa femme et ses deux enfants dans l'accident. 1 an et demi après le crash, un acte d'une violence extrême se produit. Kaloyev se rend chez Nielsen, en Suisse, et le poignarde mortellement. Cette volonté de faire justice soi-même est un obstacle à la sécurité aérienne de tous. Parce que le contrôleur aérien n'a pas volontairement dérogé au règlement. Ce soir-là, ce monsieur a fait tout ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. Que quelqu'un décide de commettre un meurtre suite à ce drame est contraire aux préceptes de la sécurité aérienne. Cela va à l'encontre de tout ce que nous, acteurs de la sécurité aérienne, nous efforçons de faire. C'était pour moi un crime d'une ampleur inimaginable. Kaloyev est déclaré coupable de meurtre en 2005. Il est libéré 2 ans plus tard, le tribunal jugeant que ses troubles psychiatriques n'ont pas été suffisamment pris en compte au moment du jugement. Je remercie le peuple russe pour son soutien. Durant ces années en prison, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été abandonné par ma patrie. 3 des 4 dirigeants de Skyguide sont reconnus coupables d'homicide par négligence et condamnés à des peines de 6 à 15 mois de prison avec sursis. Le 4e écope d'une amende. Chez Skyguide, désormais, il y a toujours au moins 2 aiguilleurs pour gérer le trafic, conformément au règlement. Les enquêteurs se sont surtout penchés sur la charge de travail du contrôleur et sur le fait qu'il n'a pas pu porter toute son attention sur le problème qui se présentait, ni proposer une solution à temps. Cet accident a eu pour conséquence une définition claire du rôle des TICAS, les systèmes anti-collision embarqués. Les pilotes du monde entier sont maintenant formés pour donner la priorité aux instructions de ces instruments, plutôt qu'à celles des contrôleurs aériens. Cet accident a montré qu'il était primordial d'avoir un standard technologique mondial, en particulier pour les technologies de prévention, afin que tous les pilotes réagissent de la même manière et non plus de façon inattendue, comme ici.